Bienvenue au podcast J'ai mon voyage. Donc, pour notre deuxième saison, on a des breuvages Kombu qu'on présente à nos invités. Donc, en fait, Kombu, c'est une compagnie drummondvilloise de boissons de kombucha qui ont quand même quatre différentes saveurs. Les saveurs, c'est fraise, framboise, cerise et lime ou érable et gingembre. Moi, mon coup de cœur, c'est celle aux framboises. Je l'adore. Ça goûte le jus sucré, puis c'est vraiment, il y a aussi vraiment délicieux. Plein de bienfaits du kombucha qu'on ne savait pas et qu'on a appris. Oui, c'est une boisson qui est antioxydante, qui a des effets probiotiques, donc c'est super bon pour la flore intestinale, puis qui a des propriétés antibactériennes, fait que c'est vraiment une boisson santé, là, puis qui est comme goûteuse, puis qui est sucrée, fait que c'est vraiment délicieux. Fait qu'on est vraiment chanceuse de boire du kombu à tous nos épisodes parce qu'on va avoir une meilleure flore intestinale. Oui, on va être en meilleure santé, en fait. Là. C'est ça, vous allez pouvoir utiliser notre code promo J'ai mon voyage 30 pour un 30% de rabais. Sur les caisses de canettes, ça revient à 48 $ la caisse de 24. Ça veut dire que c'est moins de 2 $ la canette, là, ce qui est comme moins cher qu'un café ou un breuvage qu'on va s'acheter dans tout bon commerce le matin avant de quitter pour le travail. Fait que n'hésitez pas à acheter une caisse. Le code promo, on vous le répète, J'ai mon voyage 30 pour un 30% de rabais. Bon épisode! Bon épisode! Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Charles Page, un gars de notre coin de Drummond, qui va, dans les prochaines semaines, accomplir un défi genre immense. Là. Du Mont Everest. Ouais, c'est fou. Dans le fond, lui, il prévoit ça dans les prochaines semaines. Il part le 22 mars, mais il a aussi déjà monté le Kilimanjaro, puis il a déjà aussi monté d'autres montagnes qui sont vraies, tu sais, mettons 8000 mètres d'altitude, dont j'oublie le nom, là, mais genre les exploits qu'il fait, c'est fou. Il est tellement inspirant de la façon qu'il parle. Tu vois qu'il y a comme vraiment un mindset de développement de soi plutôt que juste de se concentrer sur le but. De vraiment se respecter aussi comme dans ses limites puis dans ses objectifs. Puis ça, c'est ce qui nous a le plus inspiré parce qu'il est parti là, environ 2 ans vraiment à la base. Puis depuis les 2 dernières années, il a accompli vraiment plein de choses au fil du temps. Puis là, il en est rendu à faire l'ascension de l'Everest dans les prochaines semaines. Fait que c'est vraiment inspirant. Puis en plus, il le fait pour une cause qui est Opération Enfant Soleil. Fait qu'il ramasse aussi des dons pour cette cause-là. Son objectif est d'amasser 100 000 $. Fait qu'on lui souhaite vraiment qu'il puisse l'atteindre puis offrir en fait ce montant-là aux enfants qui, eux, n'auront peut-être jamais la chance d'accomplir des exploits comme ça. Si jamais vous voulez donner, vous pouvez aller sur sa page Facebook qui est Opération Everest. Fait que tous les dons comptent. Ouais. Puis on vous souhaite vraiment un bel épisode. Là. Ça va être super intéressant. Là. Écoutez-le du début à la fin. Ouais, vous allez être vraiment inspirés, on en est sûr. Donc, bon épisode! Bon épisode! Salut Charles! Salut! Merci tellement d'avoir accepté notre invitation pour venir à notre podcast. On est vraiment contente que tu sois là. Vraiment excitée. Là, vous voyez, mettons, ceux qui l'écoutent sur YouTube, genre le décor. Charles a tout amené son équipement pour nous le présenter plus tard. Fait qu'on est vraiment excités de ça. Là. Nous, on est comme... On connaît rien. Là. Fait qu'on a hâte de tout savoir. Puis en plus, c'est ça, nous, on se connaît parce qu'on vient de Drummond, on vient, c'est ça, du même coin. Puis je te suis sur les réseaux sociaux, puis... je triple sur tout ce que tu as accompli. Pour vrai, là, c'est tellement impressionnant puis c'est vraiment motivant. Là. Fait que j'avais envie qu'on en parle puis qu'on le partage aussi avec tous les gens qui nous écoutent là, de tout ce que tu accomplis, surtout à travers tes voyages. Mais aussi parce que là, tu t'en vas faire l'ascension de l'Everest prochainement. Fait que c'est surtout de ça là, qu'on veut parler. Là. Comment tu te prépares à ça, tout le processus derrière ça aussi. Là. Fait que, avec c'est ça. plaisir. Puis honnêtement, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est gentil. Puis je suis convaincu qu'on va passer un bon moment à discuter d'une passion vraiment. Qui nous rejoint, les voyages. Ouais. Fait que tu sais, pour les gens, toi qui nous écoutent, t'es qui, là, toi, Charles? Parle-nous un peu plus de toi. Moi, Charles, je pourrais me décrire d'abord comme un grand curieux.
J'étais un aventurier dans l'âme, puis ça part de ma jeunesse. Quand j'étais jeune, j'allais jouer dans le bois, puis j'aimais partir à l'aventure. Puis en fait, ça s'est transformé quand j'ai grandi en passion pour les voyages. Donc, c'est un peu comme ça que je me définis. Je passe à l'action. OK. Puis est-ce que tu voyages depuis que tu es jeune? Non, pas tu voyages avec tes familles? Avec ta Non, famille, pas ou? du tout. En fait, les voyages que je faisais avec mes parents quand j'étais plus jeune, on était allé aux chutes du Niagara, on était allé à Old Orchard, des voyages comme ça. OK. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 19 ans. OK. Et puis, je suis parti avec un de mes chums, puis on est allé faire un tour de l'Europe. OK. C'est un voyage qu'on avait prévu un petit peu avant, là, dans nos années du cégep. On avait écouté un film, je pense que c'était L'Auberge espagnole, de quoi de même. OK. Puis ça nous avait inspiré à partir en voyage sac à dos. À l'époque, là, en 2007, c'était quelque chose qu'on voyait moins souvent, là, C'est vrai, ouais. par rapport à aujourd'hui, des gens qui partaient plusieurs mois en sac à dos. Ben, nous, ça nous avait vraiment... c'est un voyage qui m'a vraiment transformé pour la suite, en fait. C'est qui ça, m'a ça l'a donné fait le naître goût tout le reste. Là. Exactement, ça a fait vraiment naître mon goût de découvrir le monde, tout simplement. OK. T'es parti combien de temps à ce premier voyage-là? À ce moment-là, c'était un voyage de quelques mois. Là, je me souviens plus exactement, là, mais il me semble que c'est autour de 4 mois là, qu'on était partis. Ouais. Puis après, mettons, c'est-tu à travers ta passion de voyage que tu as découvert ta passion pour les montagnes, pour les exploits plus sportifs? Écoute, ça s'est fait vraiment graduellement. Tu sais, la randonnée puis les montagnes, je pense que ça a tout le temps fasciné l'humain en général. Là, tu sais. Il y a beaucoup de croyances quand on voyage qui sont reliées aux montagnes, puis ainsi de suite. Puis moi, en voyageant, je me souviens d'un voyage que j'ai fait en 2015. J'étais allé au Pérou, puis ça m'avait emmené au Machu Picchu, que tout le monde connaît. Ça avait été... je dirais une belle randonnée que j'ai fait, puis la Montaña Picchu qui dans le fond qui culmine, qui donne un point de vue sur le Machu Picchu. Ça avait été, je dirais, la première montagne que j'ai faite. De mémoire, c'est à peu près 3000 mètres. Et puis, c'est parti de là. Ensuite de ça, j'ai goûté à l'altitude quand je suis allé en Bolivie, mais j'ai pas vraiment de mérite parce que La Paz, je pense, c'est la capitale la plus élevée en altitude dans le monde. Puis après ça, ma passion pour les voyages est arrivée beaucoup plus tard que ça. C'est arrivé, en fait, il y a à peine 2 ans. C'est dans le cadre d'un voyage au Guatemala. C'est le volcan Catenango que vous connaissez probablement. Ça a été pour moi là, vraiment la naissance de ma passion pour les montagnes. Et puis, ça, c'était pendant la pandémie. Là. On est en décembre 2021. Et puis, à mon retour de ce voyage-là, par pur hasard, il y avait une vidéo qui est sortie sur Netflix, 14 fois 8000 en anglais, 14 Peaks. Puis, c'est un Népalais qui a fait les 14 sommets de 8000 mètres sur la planète en un temps record. Ça avait piqué ma curiosité, puis à ce moment-là, je trouvais ça complètement fou, encore aujourd'hui. Mais c'était pas du tout une envie de faire des montagnes de ce genre-là. Mais le volcan à Catenango, qui est un sommet de 4000 mètres, ça avait éveillé en moi un rêve de jeunesse, le mont Kilimandjaro. Tu sais, quand on est jeune, on connaît 2 montagnes, on connaît le Kilimandjaro, puis on connaît l'Everest. Puis le Kilimandjaro, de ce que je savais de cette montagne-là, tu sais, c'est une montagne accessible un peu pour tous. C'est une randonnée, il n'y a pas nécessairement un besoin d'avoir des équipements spécialisés pour faire ça. C'est plutôt d'être je dirais, en contact avec nous-mêmes, puis juste de respecter le principe de l'acclimatation à l'altitude, de bien s'hydrater. Puis là, c'était mon grand rêve, dans le fond, quand je suis revenu en janvier. Mais j'étais pas, à ce moment-là, j'étais pas du tout en forme puis disposé à monter le Kilimandjaro, mais je l'avais en tête. C'est combien de mètres, le Kilimandjaro?
C'est 5895 mètres de mémoire, là, environ. Là. Puis l'Everest, mettons, juste pour comparer. L'Everest, c'est 8848. Ça, mais tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène de l'altitude, c'est pas linéaire. Là, c'est un peu exponentiel, je dirais. Là. Donc, quand on gravit les montagnes, au-delà de 6000 mètres, là, chaque gain de 100 mètres a un impact vraiment qu'on sent sur notre corps. Là. C'est quoi concrètement, mettons, les impacts? Ben écoute, les impacts, là, c'est tout ce qui est relié au principe d'acclimatation. Là, notre corps doit produire beaucoup de globules rouges pour s'acclimater. Il faut s'hydrater. Puis il peut y avoir plein de conséquences. Là, on peut faire ce qui peut être le mal aigu des montagnes. Ça, à ce moment-là, il faut redescendre. Puis il faut laisser du temps à notre corps de s'acclimater, mais il peut aussi avoir des conséquences plus graves, des œdèmes cérébrales, des œdèmes pulmonaires. Ça, dans le fond, je pense que c'est que ton corps il produit de l'eau dans tes poumons, exemple, puis ça peut mener à la mort, ça. Donc, c'est important de travailler en équipe. Puis, tu sais, l'alpinisme que j'ai découvert avec le temps, c'est que c'est vraiment pas un sport individuel, mais c'est un sport d'équipe. Puis, chacun veille un sur l'autre, justement, pour détecter, être sensible, pour détecter ces signes-là, puis de nous faire voir clair, si on peut dire. Là, puis est-ce qu'il y a des trucs, justement, pour mieux s'acclimater à l'altitude? Parce que moi, je l'ai fait, la Catenango, là, au Guatemala, que j'ai trippé. Là, ça a vraiment été magique, là, quand même, comme moment. Je sais pas si tu avais fait le Fuego, toi? Le Fuego, non. Ça, c'est juste en face. Là. Il y a des gens qui y vont nous, la veille. C'est ça, le Fuego... dans le fond, c'est ça qui est magique, c'est d'avoir la vue sur le Fuego, puis de monter la Catenango. Dans le fond, il y a une nuit à ce qu'eux, ils appellent le camp de base, si on veut. Puis dans la nuit, on part, j'imagine que tu as fait la même chose. Ben moi, j'ai juste fait le Fuego. Dans le fond, le lendemain matin, tu vas voir le sunrise, là, je pense. Mais moi, je l'ai pas fait ça parce que quand on est arrivé au top de la Catenango, on a quand même décidé de poursuivre pour faire le Fuego. OK. Ouais. Génial. Puis là, le lendemain, on était trop brûlés. Là. On a juste choqué le sunrise là, du lendemain matin. Mais ce moment-là, au sommet de la Catenango, moi, je m'étais retrouvé au-dessus des nuages. Là, tu regardes ça à l'horizon, puis tu vois à perte de vue, le ciel était clair. Puis au lever du soleil, il y avait une pénombre juste assez pour que le volcan en face, qui est en activité, en éruption, il aille, ça donne le moment magique vraiment. Que en photo, ça rend pas justice à ce que l'expérience. Tu vois tes yeux. Exact. Mais c'est que moi, juste en montant à Catenango, j'ai quand même eu des symptômes de l'altitude, là. Ouais. Même si j'étais arrivée d'avance à Antigua, que je m'étais quand même plus acclimatée à l'altitude, j'ai quand même eu des symptômes. Et puis mon ami avec qui je l'ai fait a eu des symptômes, mais vraiment différents des miens aussi. Ouais. Fait que je sais pas si je me suis pas informée là-dessus, mais est-ce qu'il y a des trucs pour justement mieux s'acclimater? Est-ce que plus que tu fais des montagnes, plus que tu t'acclimates, justement? Ben en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, puis d'une fois à l'autre, ton corps, il s'ajuste. Il s'ajuste pas nécessairement de la même façon. Je pense que les trucs principaux, c'est de bien s'hydrater puis d'aller surtout lentement. De faire une ascension graduelle, d'aller lentement quand on marche. Je pense que ça, c'est vraiment un facteur de succès. Ça laisse vraiment le temps au corps de s'adapter à l'altitude. Puis c'est normal que tu aies ressenti les symptômes. Les symptômes en altitude commencent environ à 2500 mètres. Là. OK. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui te stresse pour la montée de l'Everest? Ben écoute, qui me stresse, il y a des affaires qui me stressent pas mal plus que ça. Mais comment je peux dire, c'est sûr que c'est un facteur vraiment déterminant. J'ose espérer que ça va bien se passer comme ça s'est bien passé jusqu'à maintenant pour moi dans les autres montagnes. J'ai appris à bien connaître mon corps, à un peu tester mes limites, puis à voir comment mon corps, justement, réagit dans ces conditions-là. Donc, c'est sûr que c'est un facteur important qu'il ne faut pas prendre à la légère, puis il ne faut surtout pas prendre pour acquis que parce que ça s'est bien passé les autres fois, que ça va bien se passer. Donc, c'est sûr que ça fait partie des facteurs qui est un peu stressant, mais ça se gère. Quand on monte une montagne, c'est pas une course, donc il faut prendre le temps de bien s'acclimater. Puis,
sais, l'ascension de l'Everest, au total, c'est une expédition de 2 mois. Okay. Les 10 premiers jours servent à se rendre au camp de base, puis après ça, on a un gros mois, justement, qui servent à la période d'acclimatation. Là, tout le mois d'avril va servir à s'acclimater à l'altitude. Puis le camp de base est à quelle altitude? Le camp de base de l'Everest, ça, d'ailleurs, parlant de voyage, là, c'est probablement une des plus belles randonnées au monde. Quand on dit que les photos rendent pas justice, là, on est vraiment enseveli de montagnes qui sont à des hauteurs pour se rendre au camp de base. Là. Phénoménales. Okay. Ça, genre ta photo sur les réseaux sociaux, c'est là, c'est ça? Ben là, je sais pas laquelle dont on parle. Ta photo de profil, je pense? Ou non, c'est celle qui est sur l'Express, la page couverture de l'Express. Oui, je me rappelais d'avoir... c'est justement pendant le trek du camp de base de l'Everest. Okay. On te voit avec comme toutes les montagnes en arrière, puis t'es genre assis, là. En tout cas, la photo est super belle. Exact. Là, on voit ça, bien c'est le paysage, exactement le moment où j'ai vu le mont Everest pour la première fois de mes yeux. Je vais toujours me rappeler de ce moment-là. C'est assez marquant, là, de voir ça de ses yeux. Il y a de quoi de mythique à travers ça. Puis c'est ça, la hauteur du camp de base de l'Everest, c'est 5364 mètres. Donc, en soi, c'est un exploit. Là. C'est comme faire l'ascension d'une montagne de 5300 mètres. Là, c'est pas rien. Là. C'est un principe d'acclimatation qui est à prendre au sérieux, bien que ça soit une belle et longue randonnée. Il faut prendre notre temps. Puis je pense qu'il faut surveiller surtout notre gain en élévation à chaque jour. Puis, ça représente au maximum 400-500 mètres qu'on gagne en élévation. Quand on part du village en bas qui s'appelle Lukla, de mémoire, on est à peu près à 2800 mètres. Et puis, on essaie de gagner à chaque jour environ 400-500 mètres en élévation. C'est pourquoi ça vous prend 10 jours? Oui, exactement. Il y a cette raison-là, mais il y a aussi la raison que c'est long. Là. On parle de plusieurs dizaines de kilomètres. Là. C'est pas la porte d'à côté quand même. Non, c'est ça. Fait que ça, tu l'as déjà fait? Ça, je l'ai fait, dans le fond, à l'automne 2022, ce trek-là. Okay. J'avais été faire une montagne tout juste à côté, en fait, là, en face du mont Everest, qui s'appelle le Lobuche East Peak. Ça a été ma première expérience, si on peut dire, en alpinisme, là, avec tout le harnais puis l'équipement spécialisé, les crampons, les bottes d'alpinisme. Donc ça avait vraiment été la première expérience en alpinisme. Puis quand t'es allé là, est-ce que tu savais à ce moment-là que tu allais monter dans le futur l'Everest? Ou pas du tout. OK, t'as juste... Puis, à ce moment-là, écoute, tu la vois l'Everest, puis tu te dis, coudonc, je peux pas croire que les gens, c'est tellement impressionnant, tu vois toute la difficulté qu'il peut y avoir, puis tu penses au risque qu'il peut y avoir aussi. Puis, l'Everest, c'est à peu près 3 km plus haut. En altitude, 3 km vertical, c'est une longue échelle. Fait que c'est vraiment impressionnant. En voyant ça, j'avais pas du tout cette ambition-là. Peut-être qu'au fond de moi, je devais avoir un rêve de jeunesse. Là, comme un peu quand on est jeune, on joue au hockey, on rêve tous à la Ligue nationale quand on était à patinoire du coin. Là. C'était peut-être à ce niveau-là, mais ça n'a jamais été un projet concret, quelque chose que j'avais sur ma to-do, si on peut dire. Okay. Comment ça se fait, ce processus-là, justement, de dire « Hey, je suis rendu à l'Everest, je suis rendu là ». Ben, ça s'est fait graduellement, dans le sens que, tu commences sur une montagne de 4000 mètres. Après ça, ben, tu as le goût d'en faire une de 5000. Puis après ça, est arrivé le Kilimanjaro en juillet 2022. Puis là, le Kilimanjaro, ça frôle 6000. Après ça, ben, il y a eu le Lobuche à 6200, mais là, avec des conditions d'alpinisme. Puis, suivant ça, j'avais lu un livre, Instinct de survie, de Gabriel Philippi, un des alpinistes canadiens les plus reconnus. Puis son livre, écoute, il est captivant. Je l'avais dévoré en peu de temps. Puis, dans son livre, Gabriel parlait du mont Aconcagua, qui est la plus haute montagne en Argentine. Et puis, moi, je m'étais dit, ben si j'ai réussi à faire le Lobuche, ben j'irai faire le mont Aconcagua pendant mes vacances de Noël 2022. Puis, dans le fond,
en ayant réussi le mont Aconcagua, tu sais, je suis allé, puis en ayant réussi cette montagne-là qui frôle 7000 mètres, ça a été une ascension vraiment difficile. Là. Il a fallu s'y prendre par 2 fois. OK. Puis, non, honnêtement, le point tournant, là, je dirais, là, ça s'est vraiment passé là. Puis, à ce moment-là, j'ai vu que j'avais peut-être de quoi en dedans de moi là, qui allait m'emmener à vouloir explorer mes limites par rapport aux montagnes un peu plus. Donc, en revenant du mont Aconcagua en Argentine, c'est peut-être là où je me suis dit intérieurement, ben peut-être un jour l'Everest. OK. C'est à ce moment-là. Puis, à mon retour, j'ai pris mon courage à 2 mains. Le livre que j'avais lu l'année d'avant, j'ai contacté l'auteur. Donc, j'ai écrit sur Facebook à Gabriel Philippi. OK. Je me suis présenté par un petit message lui disant j'ai développé une passion pour les montagnes. J'aimerais ça jaser avec toi pour en apprendre plus, puis savoir si... parce que lui, il organise des expéditions. OK. Donc, savoir s'il y avait des expéditions dans le futur qui seraient propices à faire ensemble. Fait que... en écrivant ce message-là, je vous cacherai pas, je m'attendais pas à une réponse. Puis 10 minutes après, Gabriel m'écrit, puis il me dit « Charles, voici mon numéro, appelle-moi. » Ah ouais! Ouais, fait que j'étais vraiment un peu sur le choc. Fait que là, je l'ai écrit, je l'ai appelé, je veux dire, puis on a eu une bonne discussion. Puis Gabriel, il m'a rapidement pesé sur le ventre, là, si on peut dire. Là, il me dit, je suis déjà passé par là, entre nous deux, on peut se dire les vraies choses. Il dit, t'as-tu le rêve d'un jour monter l'Everest? Fait que, écoute, j'en avais pas parlé à personne jusqu'à ce jour-là. Puis ça, c'est exactement il y a 1 an. Okay. Puis il y a 1 an, dans le fond, je lui ai dit, ben oui, écoute, j'ai peut-être ce rêve-là en dedans de moi, mais j'aimerais connaître tes recommandations, si on peut dire, pour s'y rendre. Qu'est-ce que je devrais faire comme montagne, puis quel serait le chemin à faire pour accéder à ce rêve-là, puis à faire en sorte que j'ai une préparation adéquate. Ce que tu veux pas, c'est de te pointer à l'Everest, puis en n'ayant pas le portfolio, le bagage, l'expérience requise. Ouais. Fait que j'avais parlé de mon projet de faire le mont Denali en Alaska à Gabriel. Il trouvait que c'était une bonne idée parce que c'est une montagne qui est réputée pour être difficile. Et puis après ça, il me dit écoute, on pourrait aller faire ensemble le mont Manaslu au Népal à l'automne. Ça, c'est une montagne de 8000 mètres. Puis il dit si tu réussissais à faire une montagne de 8000 mètres, assurément que là, tu serais prêt à faire une tentative d'ascension de l'Everest. Fait que c'est comme ça que on s'est, si on peut dire, unis dans ce projet-là de monter le mont Manaslu, qui est la 8e plus haute montagne au monde. Puis on est partis ensemble là, à la fin août 2023. Okay. Et puis on a réussi, on a atteint le sommet le 20 septembre. Écoute, ça a été un moment magique. C'est sûr. Puis là, à partir de ce moment-là, tu sais, j'avais plus le syndrome d'imposteur, si on peut dire, là, tu sais, par rapport à l'Everest. Je m'étais prouvé, j'avais prouvé que j'avais les compétences, si on veut, là, parce que techniquement, c'est 2 montagnes qui se ressemblent, bien que l'Everest soit beaucoup plus haute. Là, Puis tu devais tellement te sentir en confiance aussi d'être avec lui. Oui, tout à fait. Là. En fait, en confiance, je me sentais d'abord privilégié d'être avec lui et de bénéficier de tous ses conseils. Mais oui, c'est sûr que j'étais en confiance de par l'expérience que Gabriel a, mais que aussi les Sherpas qui étaient avec nous ont. Et puis, c'est avec la même équipe, dans le fond, qu'on repart à l'Everest. Faire l'Everest, OK. Ouais. OK. Puis lui, est-ce que vous vous étiez rencontrés plusieurs fois avant? Ou j'imagine qu'il faut quand même que ça matche aussi. Là, tu passes beaucoup de temps dans des moments difficiles physiquement. Fait qu'il faut quand même que ça clique avec la personne. Oui, exact. Là, on a fait des rencontres en personne l'été dernier. Puis on avait rapidement vu là, qu'on avait une passion commune puis qu'on avait un bon fit. Puis 2 personnes positives. Donc, c'est ça.
on savait que ça allait bien fonctionner. Puis à la montagne, on s'est bien entendu. Puis effectivement, c'est beaucoup de temps partagé ensemble. Là, on est amené à partager la même tente, à dormir un à côté de l'autre, puis à vivre les hauts puis les bas que des aventures comme ça amènent. Donc, on a passé des bons moments. Puis ça nous fait juste être optimiste, là, dans le sens qu'on a appris à se connaître. Donc, on sait un peu... Puis lui, est-ce qu'il monte l'Everest pour une deuxième... Lui, il l'a déjà monté, dans le fond? Lui, dans le fond, c'est le Canadien qui a monté l'Everest le plus de fois. OK, qu'il monte encore et encore, là. Ben en fait, lui, il l'a monté plusieurs fois, puis il a atteint le sommet 4 fois, dont une fois par le versant nord. L'Everest se monte de deux versants. Du versant sud, qui est le plus connu, puis le versant nord, ça, il faut commencer... l'ascension par la Chine, par le Tibet. Donc, Gabriel, c'est un des 2 seuls Canadiens qui a réussi l'ascension par le versant nord. Donc, qui est plus difficile par le versant nord? Ou... Ça, je pourrais pas répondre, là, dans le sens que chaque versant doit avoir ses difficultés. Tu sais, le Khumbu, le glacier du Khumbu, dans le versant sud, c'est quand même une zone qui est très à risque avec les crevasses, les échelles et tout. Donc ça amène une difficulté par le versant sud, ce qu'on ne retrouve pas dans le versant nord. Mais le versant nord, sur toutes les montagnes, c'est toujours un versant qui est moins exposé au soleil. Donc, le versant nord de chaque montagne est toujours plus froid à cause de ça. Donc, probablement qu'à ce niveau-là, il y a plus de difficultés. Donc, chaque versant a ses particularités. Puis, il y a aussi le fait que partir de la Chine, partir du Tibet, mais avec comment je peux dire, les tensions politiques, si on peut dire, ça amène un lot d'incertitudes à ce niveau-là. Puis quand tu décides de faire tu sais, quand tu t'es décidé, comment tu organises ton voyage? Ben écoute, c'est sûr que l'expédition dans son ensemble, puis toute l'espèce de logistique avec les Sherpas, tout ça, là, c'est Gabriel qui s'occupe de ça. Lui, dans le fond, c'est son travail d'organiser des expéditions de ce genre-là. Moi, je fais affaire avec lui. Donc, lui, il va organiser ça. Moi, ce que j'ai organisé, c'est tout l'aspect de ma préparation à moi. Oui, bien, tantôt, tu disais que tu avais le rêve de monter le Kilimandjaro, mais que quand tu as réalisé que tu voulais le monter, tu n'étais pas prêt physiquement. Ouais. Fait que déjà, pour cette montagne-là qui est plus petite que l'Everest, comment tu t'étais préparé à ce moment-là? Écoute, c'est ça. Là, je suis parti de loin. Si on recule en décembre 2021, quand j'étais allé faire la Catenango, j'étais pas du tout en forme. Là. J'étais allé faire cette montagne-là en running shoes. Puis j'étais vraiment intimidé par la préparation des gens, les gens avec qui j'étais. Il y avait toutes des bottes de randonnée, les bâtons de marche, des manteaux, des tucs, des gants. Moi, je me suis tout fait prêter au village parce que tu sais, je savais même pas en allant au Guatemala que j'allais faire cette ascension-là. Ça a été suite à une rencontre. Tu sais, en voyage, on rencontre des gens, ils nous font des recommandations. Puis là, je rencontre un Français, il me dit, il me montre une photo du volcan en éruption, puis là, il me parle de ça. Fait que, bref, je me retrouve à aller faire cette montagne-là. Puis là, ils m'ont prêté de l'équipement, une branche de bois, puis bref, j'ai réussi. Puis à la suite de ça, ben là, c'est ça, j'étais pas en forme. Et puis, il y a quelqu'un sur Facebook, dans mon Facebook, qui avait fait une publication à l'effet qu'il allait avoir, en 2022, le premier marathon de Drummondville. Fait qu'écoute, je me suis inscrit. Au marathon? Oui, la journée que j'ai vu la publication, je me suis inscrit au marathon. À ce moment-là, on est au début janvier. J'avais jamais couru de ma vie. Là, je pense que j'avais couru 100 mètres jusqu'à mon auto une journée parce qu'il mouillait. Là, j'exagère, là, mais c'était à peu près ça. Fait que je me suis dit, ça va me faire un bon défi. Si je parviens à faire le marathon qui a lieu à la fin mai, si on peut dire, je vais être prêt, là, en confiance surtout par rapport à ma condition physique. Fait qu'écoute, ça a été un peu cocasse là, quand j'ai annoncé ça à mon entourage puis à mes chums. Il y avait pas grand monde qui misait sur moi pour réussir à courir 42 km. Là. Mais
avec la persévérance puis l'acharnement que j'ai eu en m'entraînant au début, là, c'était pas facile. Là. Je me rappelle, ma première course, j'étais allé courir 3 km, j'en avais marché la moitié, puis j'avais mal partout en finissant. Puis après ça, je me suis fait un petit programme d'entraînement en allongeant les courses. Puis c'est comme ça que je suis arrivé à courir, le premier marathon, puis à me sentir prêt. Puis juste avant de partir pour le Kilimanjaro, pour me prouver à moi-même que c'était pas l'énergie de la première fois, j'ai couru un deuxième marathon, celui de Magog, qui est reconnu pour être plus difficile à cause des dénivelé. Du dénivelé puis des côtes qu'on retrouve dans cette région-là. Donc, c'est ça. J'ai fait ça au début juillet. OK. Puis après ça, j'avais fait le Mont Washington avec un de mes chums pour me préparer, me mettre un peu de dénivelé dans les jambes. Puis c'est comme ça que je m'étais préparé pour le Kilimanjaro. Puis au total, mettons, faire comme 2 marathons puis le Mont Washington, ça a été une préparation de combien de temps? Dans le fond, ça a été entre janvier puis juillet. OK. Je me suis préparé pendant comme 6 mois là, pour aller faire le Kilimanjaro. C'est quand même pas beaucoup. Ouais. Moins c'est déjà un 5 mois pour un marathon, non, c'est quand même... Que, je vous le concède, là, si on regarde tout ce que j'ai fait dans les 2 dernières années, j'ai enchaîné. J'ai pas... Puis quand t'es arrivé au Kilimanjaro, est-ce que tu t'es dit « Ah, j'étais assez préparé » ou... Oui, 100%. Okay. Ça a bien été. Tout s'est bien passé. Puis, ça ressemble à quoi, mettons, cette ascension-là? Tu disais que tu n'avais pas d'équipement, puis tout ça, c'est... c'est une randonnée. C'est qu'il n'y a pas de difficulté technique. On peut partir avec des bottillons. Il n'y a pas de harnais, il n'y a pas de corde. C'est simplement une randonnée. La difficulté, c'est l'altitude. OK. Puis là-bas, est-ce que tu étais parti avec quelqu'un qui l'avait déjà fait? Ou non, c'est vraiment... je suis parti toute seule. Puis j'avais fait affaire avec une agence locale de là-bas, de la Tanzanie. Fait que t'avais un guide qui t'accompagnait. Oui, il y avait un guide qui était avec nous, plusieurs porteurs. Cette montagne-là, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis il y a vraiment une belle énergie à faire le Kilimanjaro. C'est un peuple qui est attachant, puis les porteurs chantent, puis ainsi de suite. Oh, wow. Puis là, pour ta préparation physique, là, pour l'Everest cette fois-ci, ouais. Écoute, ça c'est compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas nécessairement de livre qui explique comment s'y prendre. Moi, je me suis fié un peu à ma préparation que j'ai faite pour le Manaslu. Quand j'ai réussi mon premier marathon, je m'étais dit, hey, ça serait cool de faire un Ironman. Puis là, à ce moment-là, j'avais jamais nagé de ma vie, en eau libre. Là, en vélo, j'avais peut-être fait 500 km de vélo dans ma vie. Fait que je suis parti de rien, puis je m'étais inscrit au Ironman de 2023 au Mont-Tremblant. Fait que ça, je me suis inscrit 1 an d'avance, puis je m'étais dit, ça sera peut-être la cerise sur le Sunday de cette belle aventure-là de montagne, si on peut dire. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner d'avance. Fait que pour faire une histoire courte, je me suis entraîné pour faire le Ironman. Puis à ça, j'ai ajouté des montagnes. Puis pendant mes vacances, les 2 semaines de la construction cet été, là, en 2023, je suis allé chez de la famille en Colombie-Britannique. J'ai monté des montagnes là-bas, des sommets de 2700 mètres environ. Donc, tu sais, ma préparation, ça a été de faire un Ironman, puis de faire beaucoup de montagnes, de mettre beaucoup de dénivelé dans les jambes. Puis, à ça, je peux juste dire que je me suis bien préparé de cette façon-là pour le Manaslu. Donc, pour la préparation de l'Everest, c'est un peu ce que j'essaie de reproduire, là, de refaire un entraînement d'Ironman et puis de faire de la montagne, du dénivelé. Fait que la façon que j'ai trouvée, c'est les soirs de semaine, mais là, je fais de la course à pied, je m'entraîne dans un gym avec des chums pour renforcer ma masse musculaire. Et puis, je fais du vélo stationnaire, puis je vais 1 fois par semaine nager au complexe aquatique à Drummondville. Là. Ça, c'est plus, je dirais que la nage, pas tellement utile pour s'entraîner, pour faire des montagnes, mais pour moi, c'est une belle activité. Je dirais c'est une récupération active. Là. C'est comme... je
je sors de là, puis je me sens bien. Mon corps se replace. C'est quand même l'endurance, là, tu sais, à travailler. Là, fait que... Puis là, depuis janvier, dans le fond, à tous les week-ends, je vais au New Hampshire, dans les White Mountains, faire des ascensions les week-ends. Puis avec des amis, j'essaie de faire là, à quelques reprises avant de partir la traversée des présidentielles en hiver. Ça, c'est un méchant défi parce que c'est une trentaine de kilomètres. Puis il y a 7 sommets, 2700 mètres de dénivelé. Puis ça, on essaie de faire ça en une seule journée. Puis cette région-là est vraiment reconnue pour avoir des conditions climatiques difficiles, là, des grands vents, il fait froid, puis il n'y a pas vraiment d'endroit pour se protéger. Je pense que des fois aussi où est-ce que vous marchez, vous ouvrez une trail, fait que vous avez comme de la neige exact. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est le meilleur entraînement dans un rayon raisonnable de la maison. Là, c'est sûr qu'on n'a pas le luxe d'avoir des très hautes montagnes près de chez nous, mais ça, c'est le Mont Saint-Hilaire. Honnêtement, c'est une montagne que j'adore faire, le Mont Saint-Hilaire, mais c'est pas là où je m'entraîne. Pas le gros effort physique que t'as besoin. C'est pas là où je m'entraîne pour... c'est ça. OK, mais t'as-tu un coach? Ben, mettons, t'as Gabriel, c'est son nom? Ouais, ben j'ai Gabriel Philippi qui, lui, va me servir un peu de mentor. Là, si j'ai des questions par rapport à la préparation, c'est sûr que Gabriel il est toujours là pour répondre à mes questions. Mais puis, sinon, tu n'as pas de coach physique, mettons, pour tes entraînements? Écoute, j'ai un ami, Guillaume, avec qui je m'entraîne, là, que lui, c'est vraiment devenu une référence pour moi, là, pour tout me supporter dans ma condition physique, puis d'améliorer ma masse musculaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, puis moi, je m'y connais vraiment. Quand j'ai commencé, là, je m'y connaissais du tout. Là, puis c'est motivant de s'entraîner avec des chums, parce que il y a le phénomène d'entraînement, le phénomène de gang. Puis c'est ça. Donc 3 soirs semaine, on se réunit à la même heure, puis on s'entraîne tous ensemble. C'est vraiment motivant. Plus motivant pour moi dans ma situation que d'aller toute seule, exemple, à un gym avec une feuille puis un programme à suivre. Là, donc, puis est-ce que tu as une diète particulière? Écoute, oui et non. Là aussi, je connaissais absolument rien. Écoute, je me sens mal de le dire, là, mais je mélangeais les glucides et les protéines, juste pour vous dire. Là. J'exagère peut-être un peu, mais la diète, là, c'est sûr qu'il faut manger beaucoup de protéines, mais j'ai pas rien de vraiment particulier puis un suivi trop rapproché parce que je dépense tellement de calories en m'entraînant qu'il faut que j'en intègre. Je me tiens loin des pâtes patates, là, si on peut dire. Là. Mais les pâtes, avant des grandes activités ou des grands efforts physiques, ben là, je vais prendre des pâtes pour faire un carb load, ce qu'ils appellent. Donc, Mais quand tu vas monter l'Everest, ta nourriture, ça va être quoi? Ben, au camp de base, honnêtement, on est quand même bien traité. C'est sûr que c'est pas le macaroni de nos mères, mais ça demeure qu'on a de la nourriture assez variée. Il y a beaucoup de riz. On va juste s'assurer de manger. D'un fois, on n'a tout simplement pas faim, puis l'important, c'est de manger. C'est sûr que dans les camps supérieurs, là, c'est de la nourriture lyophilisée. On fait fondre la neige, on fait bouillir l'eau, puis on mélange ça à nos sachets. Donc ça, je crois, c'est de la nourriture qui sont riches en protéines. C'est ça qui est important de faire, je crois. Tu vas manger comme le matin avant de partir, puis le soir en arrivant, ou... Ben, au camp de base, on essaie de manger 3 fois par jour. Puis c'est sûr que là, quand on part là, faire des ascensions ou que ce soit des rotations, peu importe, ben là, on va manger le matin avant de partir, puis quand on arrive en fin de journée. Fait que votre plan, c'est... Dans le fond, toi, tu pars le 22 mars. Je pars en fait, le 22 mars, je prends l'avion. On arrive le 24, là, le 24, j'arrive à Katmandou. La journée du 24, tu essaies de te remettre du décalage horaire. Le 25, on va tout sortir notre équipement. Puis
faire en revue, là, s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'il manque absolument à rien. Puis là, après ça, les 2 gros sacs, sont envoyés par des porteurs, puis des fois avec des yaks là, qui amènent ça au camp de base. Puis moi, je pars avec mon sac à dos pour le trek de 10 jours. C'est combien de litres ton sac à dos pour 10 jours? Moi, mon sac à dos, c'est un 65 litres. Là. Okay, je prends tout le temps le même là, pour mon trek ou pour l'ascension. Puis tu vas mettre quoi dans ce sac-là? Ben, dans ce sac-là, écoute, on traîne notre sac de couchage, on traîne... moi, je traîne, en fait, du linge. Je traîne pas de combine pour le trek parce que les conditions, il fait pas tellement froid. Okay. Je vais traîner, des manteaux de pluie. Tu traînes à peu près le même stock que quand tu vas en randonnée, autrement dit. Là. Mais tu sais, là, tu pars pour 2 mois, mettons. C'est con, là, ce que je veux dire, mais genre, tu feras pas de lavage, comme. Fait que t'amènes des bas puis des bobettes. Genre, tu sais, on dirait que je suis comme... Il y a quand même une logistique de confort, là, dans ton soute. Ben, écoute, le poids du sac est important. Puis effectivement, on n'apporte pas tellement... je pensais pas qu'on irait là aujourd'hui, mais on n'apporte pas tellement d'équipement. Là, exemple, là, quand on pense aux sous-vêtements, là, je pense que j'en apporte 4-5 paires pour tous les 2 mois. Puis, tu sais, le lavage, là, on les revient d'abord une couple de fois. Puis le lavage, ben, tu sais, des fois, on peut faire ça dans un seau d'eau avec un petit savon, là, mais ça se résume à ça. Il n'y a pas de grand luxe. Puis c'est la même chose pour les T-shirts. On essaye de faire sécher ça au soleil quand il y a des belles journées. Mais c'est sûr qu'on va porter le même linge là, à plusieurs reprises. Là, ça, c'est évident. Puis est-ce que tu dois apporter une tente ou la tente, dans le fond, est fournie. Ça fait partie du package qui vient avec l'organisation de l'expédition. Puis ça, c'est quelque chose que les Sherpas traînent. T'sais, les Sherpas sont tellement précieux pour la réussite d'une expédition comme celle-là. Puis les Sherpas, eux, dans le fond, moi, je traîne mon équipement, mais les Sherpas vont traîner la tente en supplément. Ils vont traîner un peu plus de nourriture que moi, je vais en emmener. Donc, c'est vraiment là où ils sont indispensables. Si on peut dire. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un Sherpa, c'est quoi? Ben, un Sherpa, autrement dit, là, c'est... tu sais, les Sherpas, d'abord, si je peux dire, c'est une communauté autochtone du Népal qui, eux, sont nés dans les montagnes. Donc, les enfants, c'est des Sherpas. Les mamans, les grands-mamans sont tous des Sherpas. Mais dans le jargon en alpinisme, un Sherpa, c'est l'équivalent d'un guide, si on peut dire. Là, donc, lui, il est là pour travailler en équipe avec toi. Moi, je suis jumelé à un Sherpa pour toute l'expédition. Okay. On se suit pas à pas, là, vraiment, lui et moi. Okay. Puis, c'est ça, c'est l'équivalent d'un guide. Il est là pour... lui, il connaît bien la montagne. Il est là pour me protéger des dangers, d'effectuer des manœuvres de rescue s'il y a lieu, ainsi de suite. Là. Donc, c'est vraiment des gens qui sont précieux. Puis eux, ces gens-là, ben dans le fond, ils font l'ascension de l'Everest pratiquement à chaque année. C'est ça que j'allais dire. Eux autres, ils le font tout le temps. Ça, c'est assez... eux, ils vivent. Là, ils ont ça dans eux. Ils ont des dispositions physiologiques différentes des nôtres. Là, avec le sang plus épais, les cages thoraciques plus grandes, ainsi de suite. Là, ils sont vraiment nés en altitude à 5000 mètres qu'ils sont nés. Ils ont grandi... Ils ont grandi là, donc ils sont vraiment disposés à faire ça. Puis c'est ça, eux gagnent leur vie avec ces aventures-là, puis en faisant l'ascension de l'Everest à chaque année. Puis c'est vraiment, c'est une passion là, pour eux aussi. Là. C'est vraiment, au-delà d'être un travail, ils aiment ça. Là, ils aiment, fou. Ton travail, c'est de monter l'Everest. Ouais, exact. Vraiment. Puis là, c'est ça, ça va prendre 10 jours, vous allez vous rendre au camp de base. Après ça, vous allez passer 1 mois au camp de base. Oui, bien dans le fond, on va passer 1 mois au camp de base. Ça, c'est pour faire les rotations qu'on appelle. C'est pour s'acclimater à l'altitude. Donc, exemple, la première rotation, bien là, on risque de la faire parce que entre le camp de base et le camp 1, c'est le glacier du Khumbu. Puis c'est là où c'est
dangereux, je dirais, sur la montagne. Fait que pour éviter de faire ça pour notre première rotation, je crois qu'on va aller faire une montagne adjacente à l'Everest. Là. On va essayer de monter à 6000 mètres, puis de redescendre. Fait que ça va être notre première rotation. Puis après ça, ben, la deuxième rotation, ben, on va monter au camp 1. On va emmener de l'équipement là. Ensuite de ça, le lendemain, on va remonter au camp 2. On va dormir une deuxième nuit là. Puis après ça, on va redescendre au camp de base. OK. Mais après ça, on va réattendre une autre fenêtre météo là, propice à repartir quelques jours. On va faire notre troisième rotation. Là, il faut qu'il fasse beau à peu près 4 jours consécutifs. Puis, tu sais, entre les rotations, il faut aussi laisser le temps au corps de se reposer un petit peu. Là, quand tu reviens, tu ne repars pas nécessairement le lendemain. La météo, ça va être ça qui va dicter quand tu vas repartir, mais on essaie d'avoir quelques jours de repos. Puis, c'est ça, la troisième rotation, là, on va partir. On va monter au camp 1, on va dormir une nuit là, on va monter au camp 2 une nuit là, on va monter au camp 3 une nuit là, puis après ça, on va redescendre au camp de base. Okay. Là, on va se reposer, puis là, on va attendre la fenêtre météo pour faire vraiment le summit push qu'on appelle. Puis ça, la fenêtre météo, normalement, chaque année, ça arrive là, quelque part au mois de mai, là, entre le début mai puis autour du 20 quelques mai. Là, il y a une belle fenêtre météo. En tout cas, on se croise les doigts parce que pour réussir une ascension comme celle-là, il faut que les planètes s'alignent. Puis, un des éléments majeurs, c'est la météo. Donc, on souhaite avoir un bon 6 jours consécutifs de belle météo qui nous permettra là, de gravir les camps un à un. Il y a combien de camps pour se rendre au sommet? Il y a 4 camps, mais le camp 4, il est juste en dessous de 8000 mètres. Puis 8000 mètres, c'est ce qui s'appelle la zone de la mort. Donc, en haut de 8000 mètres, c'est là où la vie est vraiment difficile. Donc, c'est à cet endroit-là là, que le port du masque, supplément en oxygène est nécessaire. Donc, le camp 4, nous, dans notre stratégie, je ne crois pas qu'on compte s'y attarder longtemps. Dans le sens qu'on va partir du camp 3, là, puis on va faire simplement une sieste, un repos au camp 4. Puis après ça, on va poursuivre notre route là, pour le sommet. Ouais. Puis redescendre. Puis ça t'amène à un bon point parce que quand on parle de montagne, dans la gestion de notre énergie, dans la gestion de notre oxygène et tout, bien, il faut tout le temps calculer la descente. Puis, tu sais, monter une montagne, quand on est au sommet, on a juste la moitié du chemin de fait. C'est vrai. Puis, quand on pense aux accidents, là, statistiquement, il y a 80% des accidents qui se produisent en descente. Okay. On est plus fatigué, on est moins alerte, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, là... on a bien beau atteindre le sommet ou se rendre à un point élevé, il faut rien prendre pour acquis. Là. La descente, c'est vraiment le temps de rester discipliné, focus, puis concentré sur l'objectif. C'est vrai que quand tu montes l'Everest, tu vois genre des personnes décédées. Ben écoute, je peux pas te le confirmer parce que je suis pas allé encore. Mais de ce que tu as entendu, de ce que j'ai entendu, c'est des choses qui peuvent arriver. Là, on sait qu'il reste encore environ 200-250 corps sur la montagne. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est sûr que ça fait partie de l'ascension. Ouais, c'est ça. Puis ton masque d'oxygène, là, c'est à partir de combien de mètres d'altitude que tu dois le je dirais là, à quelque part en haut de 7000, là, c'est là qu'on commence à le porter. Ça équivaut à quel camp? Mettons à partir du camp 3, figure que c'est environ ça. Ouais. Puis tu traînes ta bonbonne d'oxygène? Oui, c'est la bonbonne, dans le fond, elle pèse environ 10 livres. Puis elle, on l'ajoute dans notre sac à dos, puis on traîne ça. À ta dernière ascension, dans le fond, que tu vas l'apporter? Ou... Oui, dans le fond, à partir du camp 3, on traîne une bonbonne. Fait que non, ça, c'est vraiment... Ça ajoute un poids, là, un poids considérable. Est-ce que tu as déjà pratiqué? Tu sais, mettons, as-tu déjà utilisé ça? Ou ça va être... dans le fond, le mont Manaslu, c'est à ça que ça m'a servi, là, vraiment, d'avoir l'expérience d'un 8000 mètres. Là. Ça, c'est 8163 mètres, le Manaslu. Okay. Donc, c'était un peu le même principe. Là, à partir de 7000 mètres, on avait utilisé la bonbonne. J'avais fait un repos de quelques heures avec le masque au visage. Donc ça, c'est toutes des pratiques qu'on a faites. L'expédition à l'automne, elle a vraiment servi à comme bâtir notre expérience
sais, ça a été comme le grand test là, avant de penser à faire l'Everest. OK. Ouais. Fait que dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui va être une première fois pour toi, mettons. Oui et non, tout va être une première fois, mais en même temps, niveau, mettons, équipement et effort, là. C'est ça. C'est sûr que je risque de me retrouver en situation connue à quelques moments par rapport à moi-même, par rapport à comment j'ai appris à gérer l'énergie, gérer les émotions. Hein, c'est tout un peu ça. Là, ça doit être un gros morceau. Là. Ouais. Puis est-ce que tu as des contacts avec tes proches? Tu sais, quand tu es au camp de base, peux-tu donner des nouvelles? As-tu accès à ton... Oui, tout à fait. Maintenant, avec les technologies modernes, là, on va avoir accès à Starlink. Au camp de base. Donc, j'aurai le Wi-Fi. Je serai en mesure de... en tout cas, je le souhaite. Là, je serai en mesure de communiquer avec mes proches, puis avec mes amis via les réseaux sociaux, puis ainsi de suite, faire peut-être FaceTime. Mais c'est sûr que c'est relié aux conditions météo. Puis, quand je serai dans les camps supérieurs, là, par contre, j'aurai pas de Wi-Fi. Mais à ce moment-là, j'ai avec moi un petit Garmin InReach qu'on appelle. Puis ça, c'est par satellite que je parviens à envoyer des textos juste pour donner des nouvelles. Exemple, je suis rendu à tel endroit, je me sens bien. Puis ce qui est cool, c'est que quand tu envoies un texto, mais la personne qui le reçoit peut cliquer dessus, puis elle va exactement voir ton point géographique, puis t'es où dans la montagne. Fait que ça, c'est toujours intéressant avec... oui, c'est impressionnant aussi. Oui, c'est ça, avec mes proches. Puis quand j'ai fait Manaslu, je me rappelle, tu sais, un grand moment d'émotion pour moi. Là, on passe que quelques minutes en haut, mais j'avais pris la peine de sortir mon petit Garmin InReach, puis texter ma mère, puis lui envoyer Summit avec un cœur. Donc, elle avait compris que j'avais atteint le sommet, puis elle avait pu cliquer dessus, puis de voir exactement où j'étais. Là, donc, ce sommet-là, c'était la première fois que tu disais, je pense que tu utilisais cet équipement-là de crampons et de bottes. Non, dans le fond, les crampons puis les bottes que j'ai ici, ça, j'ai commencé à utiliser ça sur le mont Lobuche, East Peak, au Népal, en 2022, donc il y a 1 an et demi. Puis ensuite de ça, j'ai fait quelques expéditions où je les ai utilisées, dont au mont Aconcagua, puis aussi en Alaska, là, au Denali. Puis parle-nous plus justement de ton équipement, là, de tes... Ça, dans le fond, j'ai apporté ça. C'était uniquement pour vous montrer un petit peu ce que ça représente là, des bottes pour faire l'ascension de ce type de montagne-là. On voit que les crampons, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est ça qui nous sert à nous agripper sur la montagne, sur les parois glacées. Donc, tu souhaites que cet équipement-là, il n'y a rien qui brise. Là, c'est vraiment important d'être bien équipé. Puis, quand tu fais des expéditions comme celle-là, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Ben, tu veux contrôler ce que tu es capable de, puis l'équipement en fait partie. Donc, tu veux t'assurer d'avoir le meilleur équipement possible pour réussir, ou du moins t'aider à réussir. Puis ça, ces bottes-là, c'est des bottes expressément conçues là, pour résister à ces conditions climatiques-là. Donc, c'est pas mal, je dirais, là, il y a quelques modèles, là, mais c'est pas mal les bottes qui sont le plus répandues parmi les alpinistes qui font des sommets de 8000 mètres. Puis là, tu sais, mettons, tes essentiels là, en termes d'équipement, c'est quoi? Ces bottes-là, ce type de bottes-là, les crampons? Les essentiels, là, exemple, tu sais, faut pas que je perde là, dans le transport, c'est con à dire, là, mais quand je traîne mes bagages... Bagages perdus, genre? En avion, pour me rendre là, tu sais, mes essentiels que je traîne avec moi, c'est vraiment mes bottes, puis ma combinaison d'alpiniste qu'on voit ici. Okay. Ça, je traîne ça avec moi dans mon carry-on dans l'avion. Okay. Puis après ça, sur la montagne, mon essentiel, lui, je le traîne pas avec moi dans l'avion parce que je pourrais en racheter un à Katmandou, mais c'est mon sac de couchage. Okay. Ça, c'est vraiment essentiel parce que dans la montagne, écoute, tu pourrais pas survivre sans un sac de couchage. Là, moi, j'ai le RAB 1400. Lui, il est fait pour aller à moins 40 degrés. Okay. Puis, tu sais, ça,
c'est des détails. Là, tu sais, tout se joue dans les détails, mais imagine que pendant que tu es dans ta tente, tu renverses un verre d'eau là, ou un bouillon dans ton sac de couchage. Bien là, tu peux compromettre toute ton expédition avec des simples détails de même. Fait qu'il faut vraiment être méticuleux, si on peut dire. Ouais. Puis quand tu dors dans ton sac de couchage, t'enlèves ton soucle. Ben, jusqu'au combinaison camp de 3, je l'enlève, puis Ok. après ça, je l'enlève plus. Ok. Là, on dort vraiment, on se couche avec. habillé. Là. Ouais, c'est Puis dans le ça. fond, tu mets des vêtements Ben, tu qui sais, absorbent l'humidité. comment on travaille, là, c'est vraiment avec des couches d'épaisseur. Donc, la première couche d'épaisseur qu'on a sur nous, c'est une combinaison là, en laine de mérino. Puis après ça, avec plein de surépaisseur. Puis quand on monte, la combinaison, elle va servir là, tu sais, vraiment à partir du camp 3 OK. jusqu'au sommet. Jusqu'au camp 3, on va utiliser plus tu sais, des manteaux en hard shell, puis des trucs du genre, là, des petites doudounes, là, je sais pas comment on appelle ça. Mais on utilise ces manteaux-là, puis on travaille avec des épaisseurs en dessous de nous. Donc, si on a chaud, ben on va en enlever. Parce que le but, c'est pas d'avoir chaud. Parce que si tu as chaud, ben ta sueur, après ça, si le froid Ça devient arrive, froid, là, ouais. ben, ça va te congeler. Donc, c'est important de gérer, tu sais, nos vêtements pour pas subir les températures froides. Là. Puis dans tes bottes, est-ce que c'est... Mettons, tu disais tantôt, ben, avant qu'on commence le podcast, là, que c'est comme 3 bottes. Ouais, Est-ce ben que c'est t'es ça. nu-pied, mettons? Ou Comment? comment? Est-ce que t'es nu-pied ou tu sais comment Non, ça... je mets des gros bas en laine Ok. de mérino là, dans mes bottes. Et puis, c'est ça, la botte, comment elle est conçue, c'est des triple boots qu'ils appellent. Donc, t'as comme un chausson. Après ça, t'as un bottillon. Puis là, tu rentres ton bottillon dans la botte, là, Ok. dans la botte qui te protège de la neige, de la glace, de tout. Là. Tu sais, j'imagine qu'il faut que tu les ailles cassés avant. Là. Tu peux pas te dire, je vais m'en acheter Ben, avant de partir. Ben, puis- bizarrement, c'est des bottes qui sont confortables dès que tu les mets. Tu sais, Ok. il y a une qualité reliée à ça. Moi, ces bottes-là, je les ai achetées neuves juste avant le Manaslu. J'en avais d'autres pour les autres expéditions. Puis ceux-là, ils étaient neufs juste avant le Manaslu. Puis, tu sais, j'ai pas eu fait d'ampoule, d'ampoule ou ok. quoi que ce soit. Mais... Parce que ça aussi, ça peut compromettre, j'imagine, tu sais, exemple que t'as des bobos aux pieds, là, Ben oui, à un moment donné. Tu sais, quand on parle des choses qui peuvent compromettre, là, la liste est longue. Ouais, Tu sais, c'est des ça. ampoules, ça en fait partie. Tout notre système digestif en fait partie. Une simple grippe, ça peut complètement C'est ruiner vrai. l'expédition. Là. Donc, Puis est-ce que tu apportes justement une trousse médicale en prévision de ça? écoute, je dirais qu'on apporte une pharmacie. C'est vraiment Ouais. impressionnant, là, Ok. tu sais, tout ce qu'on apporte avec nous comme médicaments. Le but, c'est d'avoir ressources à quelque chose pour te soigner parce que en haut du camp 2, il n'y a plus aucune aide externe possible. Il n'y a pas d'hélicoptère qui se rend en haut du camp 2. Donc, tu sais, c'est important d'avoir avec nous là, des médicaments essentiels qui peuvent nous aider si jamais notre corps réagit mal à n'importe quoi. Là. Puis combien de temps vous estimez que ça va vous prendre du camp 3 au sommet? Ben, écoute, tu sais, j'ai de la difficulté à répondre à ça, là, mais moi, je m'attends que ça va nous prendre tu sais, une vingtaine d'heures. Puis après ça, ben, il faut revenir. Là. C'est ça. Fait Vous que revenez c'est- dans le noir? Ou... Ben, sûr qu'il fasse clair, noir. Ça dérange pas. C'est ça. Mais stratégiquement, on va partir le soir, on va monter toute la nuit. Puis on va atteindre le sommet à la clarté, puis on va essayer de revenir pendant qu'il fait clair aussi à la descente. Ok. Donc, je m'attends à ce que ça soit entre tu sais, 24 et 30 quelques heures là, en tout, là, le sommet D là, qu'on appelle. Quand tu reviens au camp 3, puis là, vous redormez là, ou tu reviens... Tu reviens ou tu es capable de revenir Ok. dans un camp. Tu sais. Ok. Si tu as l'énergie à partir du camp 4 de redescendre au camp 3, ben tu le fais parce que tu sais, les conditions s'améliorent tellement quand tu descends parce que là, tu n'es plus à la limite de la zone de la mort là, tu sais, au niveau de l'oxygène. Ouais. Donc, de revenir au camp 3, je pense que c'est ça qui serait préférable. Mais rendu là, en tout cas, si je me rends là, je serais bien content d'être rendu au camp 4. Ouais. Ouais. C'est sûr. Puis, dans le fond, tu t'es associé à une fondation pour
Ouais, ben ton ascension de écoute, l'Everest. c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est que quand je suis revenu du Manaslu, puis que j'ai pris la décision d'aller à l'Everest, ben tu sais, je trouvais qu'il y avait un côté un peu, tu sais, égoïste à graver le mont Everest. Il y avait quelque chose d'un peu trop personnel, puis je souhaitais que ce défi personnel-là devienne un défi collectif. Puis là, je me suis dit, ça serait cool de faire quelque chose là, tu sais, pour une fondation. Puis là, je pensais à ce qui me rejoignait. Puis, tu sais, toutes les causes sont bonnes, mais j'étais vraiment interpellé par la cause des enfants malades. Et puis, j'ai contacté Opération Enfant Soleil. Puis, je me souviens, c'était drôle. J'appelle la dame qui me répond. Tu sais, oui, bonjour. Puis là, moi, j'y explique que je veux aller monter l'Everest, puis je veux organiser une levée de fonds pour ramasser 100 000 $. Tu sais, je pense pas qu'elle reçoive des appels de ce genre-là à toutes les semaines. Là. Non, Fait c'est ça. elle pensait peut-être même que c'était un prank, puis finalement, tu sais, je lui ai expliqué que, tu sais, mon projet était bien réel, puis je suis parti de là, c'est ça, en novembre, là, avec l'intention d'amasser la somme de 100 000. Ok. Puis ça aussi, là, tu sais, c'est un défi, Mais défi genre. d'envergure, Mm. mais tu sais, je suis tellement motivé à réussir ça. Puis, tu sais, les enfants, ils me donnent tellement de courage de par ce qu'ils vivent. Tu sais, je dis souvent, eux, ils montent la plus grande des montagnes, là, celle c'est de la vrai. maladie. Vraiment. Donc, il y a quelque chose d'inspirant, eux envers moi, puis aussi moi un petit peu envers oui, eux, vraiment. qui peuvent faire un parallèle avec ce qu'ils vivent. Donc, Où est-ce c'est qu'on une- peut donner des c'est un des beau... fonds? Ben, Les le dons, lien là. pour donner les fonds, faire des dons, il est sur ma page personnelle, là, à mon nom sur Facebook. Puis j'ai aussi créé une page Facebook qui s'appelle Opération Everest. Le lien s'y trouve également. Donc, les gens qui veulent encourager cette belle cause-là, ben c'est sûr que chaque don compte, là, tu sais. Souvent, je dis que c'est pareil comme sur une montagne, tu sais, c'est un pas à la fois qu'on atteint l'objectif. Fait que peu importe le montant, c'est comme ça que je vais y arriver. Dans le fond, ton objectif, c'est d'amasser 100 000 pour la remettre à la fondation. Ben, en fait, c'est remis directement. Ok, Là, tu sais, à chaque fois. le lien, ça s'en va directement Ok. à Opération Enfant Soleil. Moi, autrement dit, je me trouve à être uniquement l'organisateur de ok. cette campagne-là. Ok. Puis, c'est ça, les gens reçoivent un reçu de don pour la fin d'impôt quand ils font ce geste-là. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, personnellement, ce que ça m'apporte, c'est une tape dans le dos, c'est une forme d'encouragement. Quand les gens font un don, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'encourageant là-dedans. Mais ultimement, je trouve ça bien d'avoir le but commun d'amasser cette somme-là qui est quand même relativement importante, là, Vraiment. puis qui va faire une différence avec Vraiment. les soins que la Fondation offre. Là. Ouais, 100%. Toi, personnellement, pour aller faire cette expérience-là, combien ça te coûte? Écoute, ça je dirais, Pierre-Yves McSween serait pas fier de moi. C'est une grosse décision, puis ça fait aussi partie de monter la montagne. C'est des, tu sais, on le vit aussi quand on fait des voyages. Là, tu sais, on renonce à autre chose. Là. Vous le Vraiment, vivez ben quand oui. vous allez en voyage, Oui. ça coûte cher. Moi, toutes les aventures de montagne sont vraiment dispendieuses. Là. C'est un sport qui est astronomiquement dispendieux. Puis l'Everest, ben c'est la montagne qui est la plus chère. Le gouvernement du Népal, je pense, pour un peu contrôler le nombre de gens, ben, en partant, il y a un coût pour le permis qui est vraiment impressionnant. Au total, là, tu sais, c'est environ 70 000 $ d'aller faire ça. Puis là, après ça, ben, il faut tout t'ajoutes ton avion. Ouais. Il faut que tu ajoutes ton assurance. Il faut que tu ajoutes toutes tes dépenses là-bas. Puis ton assurance Ça doit pas être toutes les c'est assurances ça. qui assurent ce genre Non, il y a des d'ascension-là. assurances spécialisées Ok. là, pour ça. Ok. Donc, tu sais, c'est pas trop long que Ton équipement, puis, l'équipement, tu sais, la liste est longue. Là. Ça coûte cher. C'est vraiment...
C'est un investissement pour c'est un choix toi-même, personnel. là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est pas tout le monde qui est millionnaire qui fait ça. Là. Tu sais, moi, j'ai renoncé à beaucoup de choses dans ma vie pour faire ça. Tu sais, j'ai pas une grosse maison. Tu sais, j'ai choisi d'avoir une petite maison. J'ai pas un bateau. J'ai pas un auto de luxe dans le garage. Là. Tu sais, c'est des choix que j'ai faits pour vivre des rêves. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un coût qui va peut-être affecter la retraite, mais tu sais, moi, j'aime l'idée d'avoir l'équilibre entre vivre maintenant puis plus tard aussi. Donc, puis il n'y a rien que tu pourrais t'acheter qui vaudrait, en tout cas, qui équivalerait à cette expérience-là. Là, tu sais, je pense pas. Tu sais, c'est une expérience unique. J'aurais pas le regret d'arriver un jour à 50 ans et de dire « Hey, j'aurais dû le faire. » Tu sais, c'est souvent ça qui dicte mes décisions, peu importe que ce soit un voyage pour une montagne ou un voyage tu sais, simplement pour le plaisir ou la découverte. Ben, tu sais, je veux pas avoir le regret de me dire « Ah, j'aurais dû le faire. Donc là, je vais l'avoir fait. C'est fou. C'est vraiment, c'est fou. C'est tellement inspirant, là. Genre de t'écouter depuis tantôt, je me dis, c'est incroyable tout ce que tu accomplis pour vrai. Puis genre, où tu vas chercher toute ton énergie, comme tu dis, à toutes les fins de semaine. Tu t'en vas à genre pour le Mont Washington, les présidentielles, puis tout ça, je suis comme, OK, toutes les fins de semaine, c'est quand même... C'est engageant, là, tu sais. Un gros engagement. C'est un engagement qui dure depuis, tu sais, déjà plus de 2 ans. C'est devenu... ça fait partie de moi, mais tu sais, maintenant, j'en ai besoin, si on peut dire, de bouger. Mais oui, c'est un engagement, tu sais. Ça, c'est sûr que c'est un rythme qui serait difficile à garder éternel. Juste parce que tu as un but. C'est sûr que là, je me prépare pour un objectif. Fait que là, je suis dans la période intensive de mon entraînement. Mais écoute, c'est une grosse charge. Je vous cache pas que ça fait vivre plein d'émotions de se préparer pour aller faire ça. De tout gérer ces émotions-là. Les remises en question, j'imagine. Les remises en question, les petites boules d'angoisse. Donc, non, c'est ça. Gérer son énergie. Le sommeil est important, mais des fois, c'est là que je coupe pour m'entraîner, finir tard le soir. Là, il Parce faut que tu travailles temps plein aussi, là? Ben oui, je travaille temps plein. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des coûts pour aller faire une expédition comme celle-là, ben pendant 2 mois, ben je vais être en sans-sol. C'est vrai. Fait que ça aussi, il faut calculer ces coûts-là. Donc, tu sais, c'est sûr que des fois, je me sens fatigué, mais j'essaie d'écouter mon corps. Puis ultimement, j'essaie de me motiver en me disant que quand je suis fatigué, c'est là que les entraînements sont payants. Parce que c'est là que on y va malgré tout. C'est ce que tu vas rencontrer. Ben, tu vas la rencontrer, la fatigue, tu sais. Exact. C'est un peu de forger son caractère puis d'entraîner son mental. Donc, ça m'arrive quelques soirs par semaine là, que j'ai pas le goût. Puis, tu sais, ça serait beaucoup plus cool de rester devant le divan, écouter un film. L'amour est dans le pré. Fait que c'est un peu... c'est un peu là que, tu sais, je passe au travers les hauts et les bas dans ma préparation. C'est fou. Puis, c'est quoi la suite après l'Everest, mettons? La suite après l'Everest, tu sais, j'ai de la difficulté à dire des choses précises, mais je sais qu'il y aura une suite. Tu sais, l'Everest, c'est pas une finalité, là. Tu sais, c'est vraiment, ça fait partie de mes rêves, de mes ambitions, mais c'est pas... je suis conscient que ça se peut que je réussisse, ça se peut que je réussisse pas aussi. En fait, il y a beaucoup de chances que, tu sais, je pense, il y a beaucoup de chances que je réussisse pas, mais au moins, je serais allé, puis en revenant, je me suis déjà inscrit à 2 courses de Ultra Trail. Ça, j'ai effleuré l'Ultra Trail en allant faire le pacer de Gabriel au Bromont Ultra cette année. Donc, j'ai fait les 50 derniers kilomètres avec lui à l'automne. Puis, c'est ça. L'été prochain, en revenant de l'Everest, ben, je me suis inscrit à 2 courses là, au QMT, puis à Arikana. Donc, par la suite, il y aura ça comme défi sportif qui m'attendra, mais tu sais,
je reste dans le moment présent. Là. Je suis pas rendu là, puis je verrai aussi mentalement comment je me sens en revenant de là, puis physiquement, évidemment. Là. Donc, il y a ça qui m'attend. Carbure au défi, dans le fond. Vraiment. Ben écoute, c'est sûr que c'est motivant, puis le fait d'avoir un objectif, je pense que je trouve que ça te modifie, ça te... Motive, exact, dans ton entraînement. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que je carbure en ce moment. On serait rendu au segment Hésitroteur, Charles. Ben oui. Dans le fond, le but, c'est de présenter brièvement une destination à nos auditeurs. Donc, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Je vais vous emmener en Espagne. Parfait. Puis, pas pour vous parler des stations balnéaires, mais pour vous parler du chemin de Compostelle. Okay. Ah oui. Puis, mon histoire, si on peut dire, elle commence au chemin de Compostelle. Écoute, on est en situation de pandémie. J'ai eu un chien, un labrador que j'ai adoré. C'était comme ma fille, puis elle est décédée en juin 2021. Puis là, il y avait les vacances d'été qui arrivaient, puis je me demandais où je vais. Puis en 2021, il n'y avait pas, c'était pas tous les pays qui étaient ouverts. L'Europe était ouverte. J'avais déjà entendu parler du chemin de Compostelle, mais écoute, bien que je me considère quand même pas pire en géo, je savais pas c'était où, ça partait de où à où, ainsi de suite. Fait que je me suis mis à lire sur le chemin de Compostelle, puis j'ai réalisé en fait qu'il y avait plusieurs chemins qui menaient à Compostelle. Donc, puis les chemins, ils pouvaient partir d'aussi loin que Paris. Okay. Mais en lisant là-dessus, j'ai découvert que le chemin traditionnel, il s'appelle le Camino Frances, puis que 60% des gens qui font ce chemin-là partent de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça, c'est en France, de l'autre côté des Pyrénées. OK. Donc, je me suis retrouvé à mettre les pieds là. À ce moment-là, là, j'étais pas du tout en forme, j'étais sans attente, mais je me disais, c'est de la marche. Donc, je vais juste marcher. Puis, ce que j'avais découvert, c'est que c'est de village en village. Donc, les villages sont distancés d'environ 5-7 km. Fait que j'étais là, au pire, dans ma journée, je marcherai 5 km, puis j'arrêterai au prochain village. Puis, à ce moment-là, je partais pour environ 3-4 semaines. Et puis, petit à petit, c'est là que j'ai découvert qu'un pas à la fois, on pouvait réaliser des grandes choses. Fait que c'est un peu là que j'ai découvert le dépassement de soi, si on peut dire. Quand je suis parti, là, la première journée, là, en fait, c'est la journée la plus difficile là, en termes de dénivelé. Je dis souvent, le pas qui est le plus difficile à faire, c'est le premier. Donc, la première journée, quand je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port, là, on traverse les Pyrénées. Puis, je suis arrivé de l'autre côté des Pyrénées, à Roncevaux. Écoute, j'étais parti le matin à 7 heures. J'étais arrivé en début d'après-midi, de l'autre côté, milieu d'après-midi. J'ai dormi jusqu'au lendemain matin. J'étais complètement brûlé. Puis, au début, là, dans la première semaine, je marchais en moyenne 20 km par jour. Okay. Écoute, j'étais complètement brûlé à chaque après-midi, mais à chaque journée, je repartais pour une nouvelle journée. Et puis, tu découvres, c'est tellement beau, honnêtement. Là, tu découvres le pays, tu le traverses au complet, d'est en ouest. Puis, tu découvres tous les beaux petits villages. Tu traverses des vignobles, tu traverses des champs de tournesol. Ça a été vraiment un voyage, moi, qui a transformé, si on peut dire, mon regard sur la vie, sur moi-même. Puis, où le voyage prend un certain sens, c'est après plusieurs jours. Tu sais, au début, tu es en mode plus backpacker. Tu fais un voyage, tu explores tout ce qui t'entoure. Puis, après une dizaine de jours, là, c'est là où le voyage a son effet. Puis là, tu commences à faire un voyage à l'intérieur de toi-même. Puis c'est ça. Ça a été vraiment un voyage que je considère comme le plus beau cadeau de la vie. Puis je souhaite à tout le monde qui nous écoute. C'est combien de temps la durée de ce voyage-là? OK. Toi, ça t'a pris combien de temps? Moi, j'ai marché pendant 24 jours. OK. Ouais, j'ai marché pendant 24 jours consécutifs. Puis j'ai fait le choix de m'arrêter 100 km avant Saint-Jacques.
Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi 100 km avant? C'est que pour avoir ce qu'ils appellent la Compostella, c'est comme le certificat qui atteste que tu as fait le chemin de Compostelle, il faut avoir marché les 100 km, les 100 derniers kilomètres. Donc, moi, j'ai marché 700 km, puis à 100 km juste avant, je me suis arrêté dans un village qui s'appelle Saria. Puis j'ai décidé à ce moment-là que mon voyage était terminé. Puis j'ai fait la route du retour en me disant qu'un jour, j'allais y retourner pour marcher les 100 derniers kilomètres qui allaient être comme la fin d'une histoire. Puis qu'à ce moment-là, j'aimerais ça emmener ma mère marcher ces 100 derniers kilomètres-là parce que je sais très bien que elle irait peut-être pas toute seule, donc si on y va ensemble, je pense que ça nous fera un beau voyage mère-fils, puis qu'on marchera les 100 derniers kilomètres ensemble pour se rendre à Saint-Jacques. Puis à ça, il y a un 100 km supplémentaire qu'on peut faire de Saint-Jacques pour se rendre à Finistère, qui là nous amène à l'océan Atlantique de l'autre côté. Finistère qui veut dire fin de la Terre. Donc, ça nous fera peut-être une marche de 200 km quand ça arrivera, mais on n'a pas de... Il n'y a pas d'horizon ou de date prévue, là, mais un jour, c'est un rêve que je caresse. Puis quand que tu fais le chemin de Compostelle, tu dors dans des... Ben là, tu as tout le temps le good, better, best. Donc, ce chemin-là, le Camino Francés, c'est un chemin qui date du Moyen Âge, qui a plus de 1000 ans. Donc, l'Europe s'est reconnue pour le côté historique, puis les vieux endroits. On dort dans des auberges. Moi, j'aime ça de partager, de socialiser un petit peu. Donc, tu dors dans des dortoirs, tu rencontres des gens. Là, à cette époque-là, les dortoirs, ils étaient à moitié de capacité pour justement gérer la situation pandémique. Mais j'ai quand même fait des super belles rencontres avec des gens que j'ai gardé contact. Puis oui, on dort dans les dortoirs, puis tu vas prendre le petit café tout juste au coin dans les petits villages, donc c'est vraiment... Tu fais ça par toi-même ou il y a comme un... Tu fais ça par toi-même, c'est toi qui décides, c'est quand tu pars le matin, tu peux prendre une journée de repos, tu peux marcher 5 km une journée, tu peux en marcher 35, il y a pas personne pour te dire quoi faire, puis c'est vraiment... tu te laisses porter par ce que tu as envie de faire, mais généralement, les gens vont marcher, c'est ça, entre 20 et 30 km par jour. Puis le budget que tu as prévu pour toi... Les 24 jours, mettons. Écoute, c'est vraiment pas dispendieux, là, ce voyage-là, à part le billet d'avion, écoute, ton transport, là-bas, il coûte rien parce que tu marches. Puis, dans les choix d'auberge, tu peux dormir pour 10 $ la nuit, 10-15 euros la nuit, si on peut dire. Fait que ça demeure très, très, très abordable. Puis après ça, se nourrir, tout coûte pas cher en Espagne. C'est pas réputé pour avoir un coût de la vie qui est vraiment élevé. Donc, c'est un voyage qui, je pense, qui m'a coûté autour de 2500-3000. Puis penses-tu que c'est réalisable, mettons, te dire que tu fais le chemin complet dans un mois ou comme... Oui, mais en même temps, le but, c'est de partir sans attendre. C'est pas une course faire le chemin de Compostelle. Genre pas avoir un deadline de comme faut que je ça, c'est l'idéal. Moi, j'avais pas le luxe de me dire, je pars puis je reviendrai quand je reviendrai. Mais, moi, j'aime l'idée qu'on peut s'arrêter à un moment donné puis dire, regarde, il me restera un bout de chemin à faire. Le seul regret que j'ai par rapport à ça, c'est que je pense que j'aurais dû partir de plus loin. Avec le recul, il y a des chemins qui partent en France, exemple du Puy-en-Velay. Et ça, c'était à 1800 km de distance là, de Saint-Jacques. Je pense que j'aurais dû partir de là pour qu'il m'en reste encore plus. Tu le referas. C'est ça, peut-être que j'irai faire ce bout-là un jour. C'est ça. Fait qu'avant de passer à notre Patreon, Charles, on fait toujours un this or that par rapport au voyage avec nos invités. Puis après, on pourra passer au Patreon. Ce que j'aimerais qu'on jase, c'est quoi tes trucs pour quelqu'un qui veut commencer l'alpinisme? Ouais, c'est bon ça. Ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu conseilles, mettons, aux gens? Puis, tes craintes par rapport à l'Everest, on n'a pas tant parlé. Si t'es down de parler de ça oui, sur 100%. le Patreon. OK.
Ouais. Fait qu'on y va avec Ouais. notre petit this or that. Fait que c'est ça, c'est vraiment par rapport au voyage, les questions qu'on va te poser. Là. Auberge de jeunesse ou Airbnb? Auberge de jeunesse. Bord de l'eau ou montagne? Écoute, là, par exemple, vous me chatouillez beaucoup. J'adore tellement le bord de l'eau. Je pense que c'est bord de l'eau que je vous Ouais? dirais. Ouais. Est-ce que tu voyages léger ou t'apportes trop de choses? Mettons, quand tu fais un voyage autre que tes expéditions. Là. Ouais. Je pense que j'ai appris de mes erreurs, puis que maintenant, je voyage plutôt léger. OK. Mais, tu sais, je cacherai pas que j'ai déjà eu l'habitude de partir avec trop d'équipement, justement, sur le chemin de Compostelle. Ça m'était arrivé, puis j'avais donné... je m'étais amené, par exemple, 2 paires de chaussures. Puis quand j'ai vu quelqu'un que ses souliers étaient finis, moi, c'était trop lourd dans mon sac de traîner une paire Tu as donné. de spare que j'ai donné. Ça n'a pas été trop long. Donc, je dirais que maintenant, léger, mais Ok. j'ai déjà... Faites l'erreur. Voyager. fait l'erreur. Planifier ou improviser? Improviser. Sans hésiter. Ouais, 100% le meilleur. Vélo ou surf? Vélo. Safari ou croisière? Ben, croisière, vous parlez des gros bateaux? Ouais. Moi. Safari. OK. Dans l'avion, tu dors ou t'écoutes un film? Dans l'avion, j'écoute de la musique, je lis un livre ou je dors. OK. Amérique du Sud ou Europe? Ils sont durs, vos questions. Écoute, je pense que j'ai pas le choix de dire l'Europe. OK. Quand tu voyages, est-ce que tu préfères voir le plus de choses possible ou prendre ça soft? Le plus de choses possible. OK. Transport en commun ou location de voiture? Transport en commun. Hublot ou aller? Hublot. Se lever tôt ou faire la grasse matinée? Ça dépend des jours, mais dans l'optique où on veut en voir le plus possible, se lever tôt, je pense que c'est judicieux, puis des beaux levers de soleil en voyage. Puis il y a moins de monde aussi, Ouais, souvent. Là, exact. Explorer ton propre pays ou découvrir un nouveau pays? Écoute, c'est pas négligeable d'explorer notre propre pays. Puis ça fait partie de mes voyages préférés. J'aime découvrir le Québec. Il y a plein de petits coins du Québec qui sont magnifiques à explorer. Tout le reste du Canada est beau. Écoute, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est sûr que découvrir des nouveaux pays, c'est super attrayant. Les gens se répondent souvent les deux à cette question. Ouais, je vais dire les deux, moi aussi, je suis désolé. Voyager moins souvent plus longtemps ou plus souvent moins longtemps? Ben, écoute, là-dessus, c'est sûr que moi, j'aime partir longtemps parce que tu t'imprègnes vraiment, là, tu sais, tu t'imprègnes vraiment de ton voyage. Ouais. Mais je pense que c'est un de mes derniers longs voyages pour quelques temps. Donc, pour la suite, ça sera des voyages un peu plus courts, d'une semaine ou deux. Moins longtemps, plus souvent. Moins longtemps, plus souvent. OK. Faire tes bagages à l'avance ou à la dernière minute? À la dernière minute, je suis tout le temps en retard. Same. Mettons que t'as le choix juste de un ou l'autre, t'apportes pas de savon ou pas de déo. Je n'apporte pas de savon. OK. Tu préfères prendre des photos selfie ou photos de paysage? Ben, des photos de paysage, là, je pense que... Selfie, on en prend, là, mais tu sais... Pas à la tonne. C'est ça. C'est pas sûr que tu regardes le plus, genre, dans tes photos souvenirs, genre, ah, check le beau selfie. Resto ou street food? Street food. Voyager avec ton partenaire ou avec tes amis? Je dirais les deux sont très intéressants. C'est des voyages complètement différents de l'autre. Mais quand je pense à l'avenir, je dirais voyager avec ma partenaire. OK. Wow, parfait. Lieu touristique ou lieu caché? Lieu caché, 100%. Ça, c'est une question facile. Avoir un bon oreiller ou avoir un bon matelas? Les deux? Non, mais je dirais... Après 30 ans, les deux sont corrects. Ah, ouais. Je dirais... Je pense à
vous me faites penser à mon petit matelas dans ma tente. Là. Mais je dirais un bon matelas. Là. Ouais. Okay. Puis la dernière, faire la fête ou lire. Ça a déjà été faire la fête, mais là, je vous dirais que je trouve beaucoup de plaisir dans toutes les lectures que je fais. C'est bon. Super. Parfait. Fait que c'est ce qui conclut notre This or That, puis notre épisode principal. Ouais. Puis, dans le fond, pour suivre là, toute ton expérience de l'Everest, c'est sur le groupe que tu nous parlais tantôt, le groupe Facebook. Ben sur la page Facebook Opération Everest, là, c'est vraiment là que je vais publier le plus, en fait, à tous les jours là, pendant mon aventure, que je vais publier des trucs par rapport à ça. Parfait. Puis sinon, ma page personnelle, ben, c'est sûr qu'avec les amis, je vais partager quelques petits trucs aussi. Là. Okay, on a hâte de te suivre. Fait que oui, on va te suivre là, puis on va dire à nos auditeurs de te suivre là aussi. Super gentil, puis je vous remercie tellement. J'ai passé un bon moment avec vous à discuter de toutes ces passions-là, puis j'ose espérer qu'un jour, on aura la chance de poursuivre notre conversation et parler de plein de voyages. L'après-Everest. Oui. Oui, aussi, peut-être. Puis plein d'autres destinations que tu as faites qui sont vraiment intéressantes, là, comme on t'invite pour un autre épisode. Là, oui. Il y a plein d'affaires qu'il faut qu'on parle. Avec plaisir. Merci. Merci.